Bonjour Maxence, Bonjour Richie, bienvenue sur le plateau de Cyberjobs. merci. Donc vous faites partie de Squad, qui est une entreprise fondée en 2011 avec aujourd'hui 650 salariés. Quelle est votre fonction aujourd'hui et quelles sont vos missions? Alors aujourd'hui, donc moi je suis directeur de la stratégie de Squad, qui est une fonction assez récente qu'on a créée l'été dernier. Moi j'ai eu plusieurs vies, j'allais dire, depuis le début de Squad. La première, c'est que j'ai fondé l'agence de Toulouse quand j'ai démarré. Ensuite, j'ai repris les activités parisiennes il y a un peu moins de 3 ans. Et maintenant que l'entreprise grossit, on avait besoin d'accompagner un peu plus de vision long terme dans le développement avec nos clients, tant en France qu'à l'international. Et c'est aujourd'hui le rôle de cette nouvelle fonction. D'accord. Comment vous, personnellement, vous avez rejoint le secteur de la cybersécurité? Eh bien, très honnêtement, j'y suis venu un petit peu par hasard. Mon directeur général actuel est mon premier employeur quand je suis sorti de mes études après Centrale. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et j'ai toujours été un peu geek ou un peu, disons, tech friendly, si on veut. Donc, la cyber était parmi les nombreux champs d'intérêt techniques d'articles que je lisais, que je parcourais. À l'inverse, justement, de mon PDG qui, lui, venait de la cyber, bien avant que ça s'appelle la cyber, la sécurité informatique, et notamment dans les années 90, autour des premiers intégrateurs de solutions de sécurité françaises. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à monter Squad, avec un réseau qui existait finalement déjà depuis une petite vingtaine d'années. C'est intéressant d'être associé avec son ancien patron, ça en dit beaucoup sur le PDG aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ça en dit assez long, et à vrai dire, il y a le DG et PDG qui sont toujours là depuis le début. Ça en dit long sur l'équipe qu'ils ont su bâtir, et puis le fait que voilà, on ait envie de les suivre jusqu'à beaucoup plus loin que là où on est aujourd'hui. Concrètement, de par votre parcours, vous n'étiez pas prédestiné à travailler dans la cybersécurité. Est-ce que la cybersécurité aujourd'hui, c'est ce que vous imaginiez avant de rentrer dans le secteur? J'ai presque envie de vous dire que c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. À l'époque où j'ai eu les premiers contacts avec ce milieu-là, on parlait encore de sécurité périmétrique, beaucoup, enfin toutes les solutions de sécurité qu'on mettait autour d'un système d'information. Et toutes les crises, notamment des ransomware, ont fait complètement repenser cette manière d'aborder la sécurité. Et c'est là que j'ai pu découvrir déjà bien d'autres manières d'aborder la sécurité, et plus uniquement technique, mais par des process, par de la gouvernance, par du normatif, par plein de sujets. Donc pour revenir à votre question initiale, non, c'est vraiment beaucoup plus que ce que je pensais, et on continue d'en apprendre tous les jours. Et concrètement, aujourd'hui, en tant qu'associé, Mhm, alors vous êtes plutôt sur la partie stratégie. tout à fait. Qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique pas mal de choses. Déjà, les réflexions autour de quelle typologie de clients on aborde plus en profondeur que ce qu'on fait aujourd'hui, et du coup comment, et avec de pouvoir discuter avec le bon niveau d'interlocuteur du côté de ces clients-là, et de se placer plus dans une logique de partenaire que simplement d'une relation client-fournisseur. Ça, c'est un premier élément, on va dire, pour nos clients actuels. Et il y a un deuxième volet qui est quels clients on n'adresse pas encore aujourd'hui et qui font sens dans la stratégie globale de Squad, tant sur les aspects on va dire pour peut-être les deux plus gros pôles qui nous occupent, banque, finance, assurance, que les aspects défense et industrie. Vous cherchez en fait à convaincre d'autres entreprises à adopter vos solutions cyber? Alors, il y a à la fois de pouvoir effectivement travailler avec d'autres entreprises et aussi de consolider des expertises métiers par rapport aux clients qu'on aborde déjà et du coup de les décliner pour d'autres clients de la même branche. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui font le plus appel à vous? Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'à la fois l'industrie banque, finance, assurance, qui est extrêmement exposée, donc du coup qui a des budgets consacrés à la cybersécurité de plus en plus conséquents, et qui en plus sont sous l'influence d'un certain nombre de normes, qu'elles soient françaises ou européennes, notamment dans la gestion de leurs risques, et qui à un moment ou à un autre impactent la gestion du risque IT, donc la cybersécurité. Ça, c'est un premier gros volet. Le deuxième gros volet, c'est effectivement plutôt la partie défense et la partie industrie. Bon, la partie défense, c'est assez instinctif, on imagine bien le pourquoi des besoins en cyber. La partie industrie, ça l'était un peu moins, y compris pour les industriels eux-mêmes, jusqu'à ce qu'on voit les premières crises qui paralysent toutes des chaînes de production complètes pendant une semaine, 2 semaines. Je crois que c'était les tout premiers impactés. En tout cas, les premiers dont on a parlé, c'était Saint-Gobain il y a quelques années. Depuis, il y en a eu des milliers d'autres, notamment un pipeline aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un vrai réveil et une vraie demande de l'industrie au sens large pour de l'accompagnement en cybersécurité. D'accord. Donc il y a aussi un travail pédagogique à faire auprès de ses clients, leur faire prendre conscience du risque sans leur faire peur non plus. Mais vaut mieux arriver en amont qu'après le... Alors, et on aimerait bien arriver en amont plus souvent, ce qui est malheureusement assez rare. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième, c'est que pour beaucoup,
Ils sont conscients du risque, mais par un biais qui est la manière dont on les a amenés à faire de la sécurité. Donc il y a d'autres risques auxquels on peut les sensibiliser, même dans des entreprises où ils sont déjà habitués à manipuler des problématiques de cyber. Donc, en définitive, pour revenir un petit peu à vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? À vrai dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me plaisent aujourd'hui. Ce qui est peut-être le plus, et à vrai dire qui est un peu le leitmotiv depuis la création de Squad, c'est que plus ça va, plus notre dimension augmente, et du coup, plus on se structure voilà, pour être un acteur de plus en plus indispensable, j'allais dire. Il y a peu, ou en tout cas quand on a monté Squad, on ne pensait pas du tout un jour réfléchir à d'autres pays que la France. Alors que demain, et sur le premier semestre de l'année prochaine, normalement on ouvre en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Donc voilà, tout ça, et donc ce qui m'anime le plus, c'est vraiment de continuer à poursuivre ce rêve qu'on a commencé il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et justement, ce développement à l'international, comment se fait-il qu'une entreprise française avec, entre guillemets, seulement 650 salariés rencontre de la demande en dehors de la France? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors déjà, sur l'aspect, on va dire, taille de l'entreprise, nous, 650, là, c'est vraiment une étape parmi d'autres. Et la target est plutôt à horizon 1600 dans les 3, 4, 5 prochaines années. Voilà. Ça, c'est la roadmap. Le deuxième point, c'est qu'on a énormément de clients qui ont des implantations internationales, voire certains dont la polarisation de la gouvernance, j'allais dire informatique au sens large, peut être répartie entre plusieurs pays. On peut prendre l'exemple d'un avionneur toulousain qu'on connaît tous, qui a une bonne partie de sa gouvernance qui alterne avec l'Allemagne, donc une nécessité de présence en Allemagne. Mais il y en a beaucoup d'autres comme celui-ci. Si on doit pitcher Squad en 1 minute, rapidement. Alors peut-être si on veut synthétiser, nous aujourd'hui chez Squad on a 2 grands métiers qui nous animent et qui convergent vers un qui est la suite de l'histoire. Le premier c'est la cybersécurité qui est vraiment le cœur historique de l'entreprise. Le deuxième c'est le DevOps, c'est toutes les activités qu'on a autour du cloud. Et l'idée et notre objectif là à 5 ans sur la plaque européenne c'est de devenir leader du DevSecOps, donc la convergence de ces 2 métiers-là, et d'accompagner nos clients vers ces sujets. C'est vrai que l'on connaît Squad à travers justement ce positionnement DevSecOps. Quand on veut passer de 650 salariés à 1000... Ouais, 1600, 1700. 1600, les enjeux derrière, en termes de culture d'entreprise aussi, ils sont assez importants. Comment vous allez anticiper ça? Alors en fait, ça c'est une question qu'on se pose, j'ai presque envie de dire depuis le début. C'est-à-dire quand on était 20, maintenant on est 650, les enjeux de culture d'entreprise ont beaucoup évolué. Et c'est un de nos leitmotifs qui est d'essayer de continuer tout le temps, ou d'avoir tout le temps en tête pour toutes nos équipes, de maintenir le fait que chacun de nos consultants est unique, quelle que soit la taille de la structure, et qu'on lui doit un certain nombre de choses dans ce contexte-là. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour se développer sur la plaque européenne, jusqu'à maintenant on n'a fait que de la croissance organique. On n'avait pas encore fait d'acquisition, pas de rachat, etc., ou de JV, ou peu importe. Là on réfléchit à d'autres modes, notamment dans une logique d'implantation à l'étranger, et ne serait-ce que pour des contraintes légales. C'est parfois plus simple de racheter une entreprise sur le sol où on veut s'implanter, plutôt que de devoir affronter ou découvrir nous-mêmes tous ces aspects-là. Bien sûr. En plus, il doit y avoir des implications géopolitiques derrière, donc avoir une entreprise qui est déjà locale, peut-être c'est davantage... Exactement, c'est davantage plébiscité, et notamment quand on parle de clients de la défense à l'étranger, même pour des filiales de grands groupes français qui seraient dans d'autres pays, c'est effectivement pas neutre du tout. 62% des talents en cybersécurité pensent que changer d'employeur sera bénéfique pour leur carrière professionnelle. Alors ça implique donc 2 questions. C'est déjà comment on explique cette si grande proportion, et comment aussi également on fait pour garder ces talents. Et à vrai dire, je me permettrai d'ajouter une troisième question, peut-être préliminaire aux 2 que vous venez de me poser, qui est de quel type de population on parle. Parce que un premier élément de réponse, ça peut être que quand on n'est pas dans un cabinet de cybersécurité, mais soit donc dans une entreprise dans X ou dans un cabinet qui n'est pas spécialisé sur ces sujets-là, on peut vite se retrouver coincé sur une typologie de sujets, alors que l'avantage de la cyber quand même, c'est qu'on a une capacité à aborder beaucoup de problématiques différentes. Donc ça peut être un premier élément de réponse, c'est-à-dire de sortir un petit peu d'un carcan unique, j'allais dire. Ensuite, comment expliquer une si grande proportion ? Là, alors il y a une réponse qui est un peu un marronnier, mais à vrai dire, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit ça, donc je ne suis pas certain de la véracité de cette réponse, mais qui est que le marché de la cyber est en pleine expansion, il y a énormément de demandes, et donc beaucoup de volatilité des
employés impliqués dans ces métiers-là. Et comment on fait pour éviter ça? Alors nous aujourd'hui notre turnover à 18% cette année et qui doit être le plus élevé depuis le début de Squad, donc c'est quelque chose qu'on monitore de très 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 près. Et comment on fait? Alors il y a plusieurs vecteurs. Le premier pour moi avant tout le reste c'est d'être un cabinet spécialiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec des consultants de cybersécurité comme on discuterait avec des consultants d'autres pans de l'IT, plus matures, moins récents, plus ancrés, dans lesquels il y a des standards, j'allais dire presque, qui existants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait en introduction tout à l'heure de l'évolution du métier de la cybersécurité, l'évolution constante de ce métier-là. Qui dit évolution, dit des politiques de formation extrêmement engagées et extrêmement conséquentes, parce que là encore, pour moi, c'est des métiers où on ne peut pas s'arrêter d'apprendre. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi. Et enfin, plus léger, j'allais dire, nous, on travaille beaucoup à la culture d'entreprise autour de réunions, alors ce qui a été quand même relativement complexe ces 2 dernières années, d'événements qui soient techniques, pas techniques, de conférences, ou alors simplement d'happy hour, de soirée. Donc voilà, en tout cas l'ensemble de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de parer un petit peu à cette volatilité. D'accord, parce qu'en fait, on parle souvent de recrutement, d'attractivité des candidats, mais garder les candidats, c'est un véritable enjeu, surtout quand on sait que près de 50% des talents en cybersécurité ont été approchés plus de 20 fois en 2 ans. Ce que je trouve amusant dans cette statistique, c'est que quand on discute avec les candidats qu'on a au téléphone, c'est plutôt 20 fois par semaine que 20 fois en 2 ans. C'est les chiffres de l'ANSSI. Oui, tout à fait, mais qui doivent être du coup globaux et peut-être pas exactement sur, je sais pas, une ou autre typologie de candidats. Mais nous, effectivement, on est plutôt dans cet ordre d'idée-là quand on a des candidats au téléphone. Donc il faut être en capacité de faire la différence. Nous, les leviers, si je puis dire, qu'on a mis en œuvre, c'est tout ce que j'évoquais déjà auparavant sur la culture d'entreprise, comment on fonctionne, et une hyper spécialisation de nos équipes recrutement pour adresser ces consultants-là, et non pas comme on adresserait, là encore, de manière un petit peu lambda, quelqu'un qui travaillerait dans l'IT. Alors, quelle est la différence, concrètement? Alors pour vous donner une anecdote un peu rigolote, j'ai un de nos clients d'ailleurs, mais c'est pas lui directement, c'est son service RH, qui m'a un jour envoyé un message pour être RSSI chez eux, parce que je postais des articles de sécurité sur LinkedIn. Voilà, donc déjà, comment faire la différence? Commencer à lire le profil des candidats qu'on contacte, ça peut être un début. Et, donc ça, on va dire, c'est plutôt la phase amont. Et ensuite, dans le discours, c'est d'être capable, dès les 30 premières secondes de l'entretien, d'intéresser le candidat à l'entreprise, et non pas aux missions, qui est quelque chose de très manpower-like, si je puis dire. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un poste. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que fonctionne notre industrie. C'est bonjour, je vous appelle parce qu'on a un projet pour vous, sur 5 ans, pour vous accompagner, pour vous former, et on va passer par telle étape. Ce qu'il faut retenir, c'est rejoindre Squad, c'est rejoindre un projet. Exactement. On sait également que 50% des professionnels en cybersécurité viennent du milieu informatique, et seulement 33% des profils cyber ont suivi un cursus en cybersécurité. Comment vous allez recruter vos candidats? Est-ce que c'est forcément des profils 100% cyber, ou est-ce que vous acceptez également des candidats en reconversion, ou par exemple des candidats qui ne sont même pas issus de l'IT, mais qui passent par exemple des certifications? La première chose, c'est que la statistique que vous donnez risque quand même pas mal d'évoluer ces prochaines années plutôt, du fait de la multiplication assez exponentielle des masters en cybersécurité, ou des cursus même en cybersécurité. Quand on a monté Squad en 2011-2012, je crois qu'il y avait 3 masters en France qui proposaient de la cybersécurité dans les cursus. Là aujourd'hui, je sais pas, on doit être une 50aine facilement. Donc je pense que cette statistique va changer un petit peu. Ensuite, quant à la typologie de profil qu'on recrute, nous aujourd'hui, à vrai dire, on est intéressé un peu partout, parce que quelqu'un qui a fait 10 ans d'infrastructure en informatique sera quelqu'un qui aura une très bonne approche de la sécurité par ce biais-là. À l'inverse, quelqu'un qui a fait du légal, par exemple, qui a fait du droit et qui s'est intéressé à la cybersécurité sera quelqu'un qui sera nécessairement performant quand on aborde des problématiques plus normatives et liées à de la gestion globale. Quelqu'un qui aurait fait plutôt, un master plutôt financier et qui serait habitué déjà à cette logique de réflexion par le risque, finalement lui amener une surcouche risque cyber, c'est moins compliqué que de lui amener cette méthodo et cette manière de penser. Donc voilà, aujourd'hui nous c'est assez ouvert. Si je dois donner une stat, je pense qu'on doit être à peut-être 50%, 60% chez nous qui sont issus de formation cybersécurité, et le reste ça peut être vraiment très très large. Et par rapport à ce que vous dites comme exemple, on comprend que vous ne recrutez pas que des profils techniques.
Si on prend une version de la classification NIST un peu simplifiée, si on veut faire 3 grandes familles, on a une famille donc GRC, gouvernance, risque et conformité, donc non technique, qui doit représenter 30 ou 35% de recrutement actuellement. Une famille purement approche par le produit de sécurité quel qu'il soit, qui doit représenter à peu près, je sais pas, 50-55%. Et le reste qui est plutôt sur un autre aspect très spécifique de la cyber, qui est le défensif et la supervision et tout ce qui tourne autour des organisations de SOC au sens très très large du terme. Le profil type en cybersécurité, c'est un homme entre 30 et 49 ans qui a un bac plus 5. Est-ce que ça correspond à vos salariés, au type? Plusieurs questions là encore dessous. La première, alors effectivement, il y a un vrai sujet sur l'accès à la population féminine à des formations de cybersécurité. Maintenant, il y a beaucoup d'organisations, notamment le Cercle des femmes dans la cybersécurité, auquel nous on participe, qui encouragent à pousser un peu ces lignes-là. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes de tranche d'âge et de diplôme, alors, je serais malheureusement tenté de dire oui, mais pour une bonne raison. C'est qu'en général, on a des consultants donc, qui veulent faire carrière dans la cybersécurité et dont une bonne partie, à vrai dire, de nos recrutements viennent d'autres cabinets, X ou Y, plutôt généralistes, et donc sont un petit peu déçus de cette approche-là parce que traités à la manière de n'importe quelle autre typologie de métier dans l'IT, et donc arrivent déjà avec une première expérience professionnelle. Donc ils ont plutôt la trentaine, plus que des jeunes diplômés. Et maintenant, aujourd'hui, on a des programmes avec pas mal d'écoles d'ingénieurs, notamment à Paris, pour recruter justement plus de promotion de jeunes diplômés et puis venir mettre en place des systèmes de mentoring ensuite en interne chez Squad. Mais voilà, si je devais faire une stat à l'heure actuelle, elle était plutôt autour de 30-34, je dirais. On parle beaucoup de télétravail en ce moment. Maintenant, est-ce que le télétravail est possible quand on travaille en cybersécurité? Alors, dans l'absolu, oui. Enfin, la réponse est clairement oui. On a les outils aujourd'hui pour le faire. Maintenant, c'est corrélé à beaucoup de choses, notamment de travailler avec des clients pas trop à l'ancienne. Ça, c'est peut-être le premier, qui sont pas des aficionados du présentiel. Ça, c'est une première chose. Souvent, les entreprises exposées internationales ont déjà une habitude du remote. Donc, c'est plus facile pour nos clients qui ont des antennes un petit peu partout aux US, sur la plaque Asie-Pacifique, d'accepter ça. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le Covid a quand même prouvé un truc intéressant, ou a déclenché un truc intéressant en France, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que dans un métier pénurique qui est celui de la cybersécurité, quand on a une expertise qui est basée à Lyon plutôt que d'être basée à Paris, on peut peut-être quand même travailler depuis Lyon en remote parce que cette expertise a une valeur, et peu importe que le consultant soit dans le bureau d'à côté, puisque de toute façon, il n'est plus dans les bureaux. Donc oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est bien ancré dans les mentalités françaises? Pas tout à fait, mais on y vient doucement. Est-ce que vous pouvez piocher une première carte? Allez. Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin? On l'a déjà un petit peu fait tout à l'heure. L'inconnu, à vrai dire, est déjà quelque chose personnel. Enfin, moi, c'est en tout cas un bon moteur pour moi de me lever sans savoir de quoi ma journée sera faite, indépendamment de la composition de mon Outlook. Mais voilà, il peut se passer tellement de choses, j'allais dire presque dans la nuit de la veille au lendemain, et une nouvelle attaque, un nouveau sujet, une nouvelle norme. C'est pas un stress, ça? C'est un bon stress, en tout cas. C'est un bon stress. C'est stimulant et je trouve que c'est, à vrai dire, peut-être un des plus grands stimulants du métier de la cybersécurité aujourd'hui. C'est qu'on est sur un métier dont rien n'est écrit, quoi. Voilà. Et ça, c'est dû à votre personnalité ou c'est dû à votre expérience? Je serais tenté de répondre un peu les deux. C'est une bonne réponse de Normand. Non, en personnalité certainement, parce que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Mais expérience aussi, parce que on est dans des métiers qu'on aurait pu croire, ou en tout cas quand j'étais étudiant, moi je pensais que le conseil en IT, au sens là encore un peu large du terme, était quelque chose d'un peu cadré, un peu structuré, que toutes les boîtes ressemblaient à Cap ou Accenture pour pas les citer, à des choses très verticalisées et sur lesquelles on ne pouvait pas réinventer cette industrie. Or là, quand je vois ce qu'on a fait avec Squad depuis 10 ans et ce qu'on est parti pour faire pour les 10 prochaines années, je me dis qu'on a largement contribué à réinventer le paysage français sur le sujet de la cyber et j'espère demain le paysage européen. Une dernière carte. Allez. Qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien? C'est bien, ça fait miroir sur la question précédente. Le plus difficile, c'est un point qu'on a un petit peu évoqué en introduction, mais qui est à la fois un leitmotiv ou un bon combat, c'est de continuer à faire que chaque consultant chez Squad se sente complètement unique et qu'il n'ait pas l'impression de rejoindre un grand groupe, mais bien l'entreprise qui est celle qu'on porte nous depuis 10 ans. Notamment le fait qu'on ait un management qui est extrêmement horizontal. Notre DG et PDG se déplacent au moins une fois par an dans toutes les agences pour aller rencontrer tous les consultants, un par un. Et c'est en mode une demi-heure chacun, complètement ouvert,
peut venir expliquer ce qu'on veut sur son projet, sur sa vie, sur peu importe. Ça, c'est quelque chose auquel on tient pas mal. Moi qui ai eu différentes fonctions, je sais que j'ai encore mes consultants qui m'appellent pour donner des nouvelles, pour me demander une info sur un sujet X ou Y, alors que aujourd'hui c'est plus moi leur manager direct. Et plein de petites choses comme ça, en plus de tout ce qu'on peut faire de retour d'expérience, de partage de communauté, de réseaux sociaux. Enfin, mon plus grand combat au quotidien, c'est de continuer à faire que on fasse tout comme au premier jour, quoi. Et pour le plus grand bien des collaborateurs. Exactement. Uniquement pour le bien des consultants. Là, c'est ça le sujet numéro 1. Et puis le deuxième, et ce qui est plus difficile, mais j'allais dire qui est plus circonstanciel, le Covid, ça a été quand même extrêmement complexe. On s'est fait quand même très très peur au printemps 2020. L'organisation de tout ça pendant les 2 premières semaines a été quand même un truc assez colossal. Et là, le fait qu'on revoit revenir des variants fait qu'on est encore obligé de réfléchir à d'autres modes d'organisation et parfois aussi refocaliser, on parlait de stratégie tout à l'heure, à refocaliser l'effort sur d'autres clients. Je vous donne un exemple tout bête, mais tous les clients qu'on a dans l'industrie du voyage ou du tourisme, ce sont des clients qui repartaient là, où tout commence à reprendre bien. Et au micron faisant, on va peut-être encore redécaler tout ça d'un trimestre ou d'un semestre ou des choses comme ça. C'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre la conjoncture au niveau du secteur de la cybersécurité. Merci beaucoup Maxence pour cet entretien. Merci beaucoup Richie de m'avoir invité. Et à bientôt.